Je suis chercheur au CNRS, je m'intéresse aux rapports sciences-société et aussi aux problématiques de confiance dans les institutions et au niveau des expertises publiques. Tout d'abord, l'idée c'est d'identifier les sources de la défiance générale vis-à-vis des institutions publiques et aussi d'analyser la perte progressive des valeurs associées aux missions de service public qui est ressenti aujourd'hui par un certain nombre des agents sur le terrain. Je vais essayer de mettre ces deux analyses en parallèle avec la montée en puissance du vote RN chez les fonctionnaires, mais je vais essayer de le faire avec beaucoup de prudence. C'est-à-dire qu'en fait, je ne voudrais pas que vous pensiez que je dis que la défiance institutionnelle serait à l'origine du vote RN. Je vais simplement décrire les transformations dans l'imaginaire du service public, dans les représentations collectives de l'État et aussi les différentes lignes de tension qui émergent dans les comportements politiques et qui trouvent aujourd'hui malheureusement traduction au moment du vote. Donc c'est vraiment suivre les transformations dans les représentations qu'on peut avoir de l'État, du service public, et effectivement l'un des effets collatéraux c'est la montée du vote RN. C'est vraiment d'essayer d'identifier des leviers pour savoir, alors je ne vais pas dire rétablir la confiance, mais peut-être diminuer la défiance et comment s'adresser aux administrés, à des salariés dans des situations de défiance et de crise institutionnelle. Donc essayer de comprendre vraiment les mécanismes de cette défiance, comprendre aussi les ressorts cachés du vote RN, comment toute cette, on va dire, cette constellation de représentation intervient et en comprenant quels sont ces ressorts cachés, l'idée c'est de trouver des leviers pour essayer de réduire, on va dire, cette défiance collective vis-à-vis des institutions publiques. Alors pourquoi aussi je vous parle aujourd'hui de confiance ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir d'activité collective, y compris syndicale, sans confiance entre les gens et sans une confiance collective dans une action en devenir. La défiance générale vis-à-vis des institutions publiques, c'est un phénomène qui est à la fois croissant et systémique et que l'on observe, nous, dans nos sondages d'opinion depuis au moins une dizaine d'années. Tous les ans, on effectue en fait une enquête qui s'appelle le baromètre de confiance politique et on mesure à travers cet indicateur les évolutions des différentes dimensions de la confiance. Donc, vous avez la confiance interpersonnelle, la confiance en vous-même, dans votre projection, dans l'avenir, la confiance vis-à-vis des élus, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis du système démocratique. Donc on analyse ces différentes dimensions de la confiance, on les suit tout au long du temps et on regarde les évolutions, parce que ce qui est intéressant, c'est peut-être pas tant les valeurs brutes que finalement les évolutions de ces indicateurs. Il faut penser cette défiance vis-à-vis des institutions publiques comme l'addition de deux mécanismes. Le premier, c'est un mécanisme qui va toucher l'opinion publique directement. Et le second élément de défiance, c'est celui qui concerne directement les agents administratifs, donc à la fois les acteurs de l'institution et aussi l'opinion publique. Ces mécanismes de défiance peuvent se superposer, mais pas toujours. Vous pouvez avoir une défiance des agents administratifs, mais pas de l'opinion publique ou inversement. Donc on a vraiment deux mécanismes qui n'évoluent pas toujours en parallèle. J'ai découpé ma présentation en deux temps. Premier temps, ça va être d'analyser les liens complexes entre organisation, l'efficacité d'une organisation et le niveau de confiance. Dans un deuxième temps, l'idée, c'est de voir ce que la numérisation de la société, ce que la révolution numérique fait, comment ça impacte sur les différents niveaux de confiance dans les institutions publiques. Un point qui est très important, si on veut comprendre ce phénomène de défiance vis-à-vis des institutions, il faut sortir d'une lecture qui soit, je dirais, strictement juridique des institutions. Par exemple, si on veut se confronter au problème de l'abstention dans l'institution de vote, ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre d'où vient ce désaveu de la représentation. Pourquoi on ne va plus voter ? Ça veut dire que si on abandonne une lecture strictement juridique, on ne peut pas résoudre, je dirais, ce problème de défiance simplement en mettant un peu plus de proportionnel, en mettant un peu plus de femmes ou un peu plus de minorités dans les instances.
Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas l'ingénierie institutionnelle, ce n'est pas en touchant directement le cœur de l'institution qu'on va rétablir la confiance. On doit plutôt partir des pratiques sociales et la manière dont les acteurs sur le terrain donnent sens aux institutions. Comment est-ce qu'ils perçoivent l'institution et comment ils la vivent. Et donc, on a toujours malheureusement ce réflexe de vouloir améliorer l'ingénierie institutionnelle, de vouloir améliorer ce qui se passe à l'intérieur de l'institution, mais ce qui importe, c'est vraiment la façon dont elle est perçue, vécue au quotidien, tant par les acteurs qui participent à l'institution que par ses publics. Il n'y a pas de lien direct, mécanique, entre le degré de dysfonctionnement d'une institution et la perte de confiance des publics dans celle-ci. Donc vous pouvez avoir des dysfonctionnements internes qui sont très marqués sans que cela ne gêne le moins du monde les administrés, et inversement, vous pouvez avoir l'impression que la dynamique de votre organisation est très bonne, mais elle sera pourtant très mal perçue par vos administrés. Donc la crédibilité d'une institution est en fait directement liée à la façon dont elle est vécue par ses agents et dont elle est perçue par ses différents administrés. Ce que je vous dis là, ça peut paraître comme étant très évident, mais en fait, on voit que dans différents secteurs de la fonction publique, on assiste à des contradictions extrêmement marquées entre l'offre qui est issue des politiques publiques et la demande sociale, entre aussi des discours politiques de sécurité et des difficultés concrètes sur le terrain qui sont liées aux pratiques d'intégration territoriale. Alors, je vais vous donner deux exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, un que je connais bien, c'est la vie de laboratoire, laboratoire de recherche. Le problème des laboratoires de recherche, c'est qu'ils combinent souvent plusieurs cultures organisationnelles avec des fortes tensions internes au niveau des gestions administratives. Nous, en tant que membres de personnel du labo, on n'est pas tous soumis aux mêmes modalités d'évaluation. On a des hiérarchies qui sont multiples et enchevêtrées. Et un même agent peut être amené à réaliser des rapports d'activité sur 3 ou 4 logiciels différents pour satisfaire les différentes tutelles du laboratoire. Il y a une perte de temps qui est évidente pour nous. Je dirais qu'on a à peu près 30% de notre travail qui est dédié en fait à cocher toutes ces cases. Et donc on doit de plus en plus, et c'est un phénomène récurrent, s'aligner sur des formats administratifs qui sont de moins en moins standardisés. Le problème, c'est que le laboratoire ne va pas apparaître comme étant dysfonctionnel aux yeux de ceux qui font l'évaluation de nos performances. Mais en revanche, nous, personnel, on est obligé de cocher les bonnes cases en continu. Donc il y a une tension, je dirais, entre l'absence de standardisation administrative que l'on vit au quotidien et puis les barèmes d'évaluation qui montrent qu'il y a un fonctionnement optimisé. Alors, un exemple inverse, vous avez des administrations qui vont appliquer à la lettre la réglementation, qui sont extrêmement réactives au changement, sans pour autant générer la confiance. Alors, je vais prendre une grosse institution qui est le système d'assurance maladie. Donc, vous avez en continu des logiques de remboursement, de déremboursement de médicaments. Il y a des évolutions qui sont extrêmement rapides. Une même molécule, elle ne va pas être remboursée de la même façon selon son conditionnement, selon son indication. L'image de l'assurance santé est mauvaise, non pas en raison d'une mauvaise application des procédures, mais simplement parce qu'on assiste à une complexification grandissante de la réglementation qui devient complètement inintelligible pour celui qui est en bout de chaîne. Donc, c'est-à-dire pour nous, les usagers qui recevons notre feuille de soins et qui payons. On a quelque chose qui apparaît comme étant assez contradictoire, c'est qu'on peut avoir des organisations, des institutions qui sont extrêmement réactives, qui s'adaptent comme elles peuvent à des réglementations évolutives, mais pour l'usager, le citoyen qui est en bout de chaîne, ça apparaît comme quelque chose de totalement inintelligible, de totalement non fiable. Donc, à quel niveau se joue la confiance dans les institutions publiques ? En fait, il faut regarder toutes les médiations qui structurent le plus fortement, on va dire, l'image publique de l'organisation. Donc c'est vraiment toutes ces médiations qui vont intervenir directement, qui vont donner une image publique immédiate aux administrés, aux usagers. Évidemment, la presse papier, les médias numériques, les revendications sociales, donc jouent un rôle déterminant dans ce façonnement de la confiance institutionnelle. L'enjeu
je dirais, c'est pas simplement de rétablir une confiance, mais c'est pouvoir de la conserver sur le long terme. Et aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés qui sont marquées par la dérégulation du marché de l'information. Donc, si on veut garder cette confiance sur le long terme, il faut être continuellement dans une véritable guerre de l'information. La confiance n'est jamais acquise. On est obligé d'accepter de rentrer dans cette guerre de l'information, en considérant que cette guerre ne se gagne pas à l'intérieur de l'organisation, mais dans la sphère publique. Ça comprend à la fois l'espace public dans son sens traditionnel d'espace physique, mais aussi les réseaux numériques. Et là, comme on va le voir, il y a pas mal de changements. Alors la première médiation qui est au cœur de la confiance, c'est ce qu'on appelle, dans les termes un peu savants, la street level bureaucratie. Donc c'est tous ces points de rencontre entre les agents publics et les citoyens. Donc les agents du secteur public qui sont les plus directement concernés sont principalement les travailleurs sociaux, les enseignants, le personnel hospitalier, les officiers de police, c'est-à-dire tous ceux finalement qui sont le plus fréquemment exposés aux demandes des administrés. C'est au niveau de ces agents que la perte des valeurs associées au service public est la plus marquée. Si on s'intéresse maintenant à la fracture sociale au sein des fonctions publiques, on voit que c'est vraiment cette première médiation, donc au niveau de la street level bureaucratie, qui est concernée par la fracture sociale observée au sein des fonctions publiques. On a vu qu'au premier tour des élections régionales de 2015, une implantation significative du Front National au sein des trois fonctions publiques, et avec un clivage des valeurs politiques très marqué entre les cadres et les agents d'exécution, notamment au sein de la fonction publique hospitalière. Pourquoi ? Parce que ce sont les travailleurs qui sont les plus exposés aux usagers dans leur travail au quotidien. Et on constatait à l'époque que le vote Front National diminuait avec l'augmentation du niveau de diplôme et du niveau de vie. Et on avait posé l'hypothèse que la contestation sociale se jouait moins au niveau de l'action syndicale, mais plus au niveau, dans l'urne, au niveau du choix électoral. Ce qui expliquait, on va dire, la montée en puissance du Front National, c'était des tensions entre les discours sur la République, la laïcité, et les pratiques du terrain, où les demandes communautaires se multipliaient. Donc ça expliquait effectivement pourquoi ces agents étaient davantage en injonction contradictoire. On voit bien là une amorce de perte des valeurs associées aux missions de service public. Depuis ces 5 dernières années, on voit qu'il y a à nouveau une nouvelle progression du Rassemblement national, sauf que pourquoi je m'attarde là-dessus, c'est que les facteurs et ce qui joue aujourd'hui pour expliquer la montée en puissance du Rassemblement national est un peu différent et assez différent même de ce qu'on a observé en 2015. Alors on voit que le Rassemblement national, là, s'est durablement installé au sein des fonctions publiques et que cette évolution, en fait, depuis 2012, ne cesse de se confirmer. Donc on voit que dans les trois fonctions publiques, on est pratiquement à un tiers des suffrages exprimés et on rejoint pratiquement ce que l'on trouve dans le secteur privé. Un point important aussi dans cette augmentation, c'est qu'il y a une pénétration beaucoup plus forte du vote RN au sein des catégories A et dans l'ensemble des professions de l'enseignement et de la recherche, ce qui n'était pas le cas en 2015. Mon collègue Luc Rouban en déduit que c'est l'expression sur le terrain politique d'un affaiblissement du statut social des fonctionnaires, mais aussi de l'appareil d'État tout entier. Donc c'est la fin de la gauche d'État, avec ce qui va avec, c'est-à-dire tout l'imaginaire de conquête, des acquis sociaux. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement fort, non seulement en termes de système d'acteurs, mais il faut aussi penser en termes d'imaginaires sociaux, toutes les conséquences en fait de cette transformation des préférences électorales. Pour comprendre cette progression, je vous renvoie au livre de Luc Rouban qui vient tout juste de paraître, qui s'intitule « Les ressorts cachés du vote RN », donc publié aux presses de Sciences Po. Je vous fais un inventaire donc de ce qu'il identifie comme étant des déterminants importants dans le vote RN, mais je vous renvoie à l'ouvrage. Les électeurs RN
ont un sentiment d'abandon, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment en fait d'une dépolitisation de leur misère sociale. Le fait n'est pas qu'ils se sentent pauvres ou qu'ils aient un sentiment d'être dans la misère, ils ont le sentiment que le politique ne reconnaît pas leur misère sociale. Donc le sentiment de se sentir délaissé, méprisé, et aussi le fait qu'on n'est pas seulement dans une société de classe, mais qu'on est aussi dans une société de classement, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut plus bouger, il n'y a plus de mobilité sociale, l'ascenseur républicain ne fonctionne plus. Donc le sentiment finalement que le jeu est verrouillé. Et ça c'est quelque chose, je dirais, de beaucoup plus fort que l'objectivité de la pauvreté. Le politique ne prend pas en compte la pauvreté en tant que telle. Il y a aussi le sentiment que l'État-providence est quelque chose de coûteux et sans âme, ce qui veut dire que la solidarité organique qui passe par les services publics ne fait plus le poids. La conséquence, c'est que ces électeurs vont se reconnaître soit dans des communautés spécifiques, religieuses, de langue, d'origine, ou auront le sentiment de n'appartenir à aucune communauté. J'ai montré ça au niveau des personnes qui sont réfractaires à la vaccination. Donc, ce sont des personnes qui ne reconnaissent plus le vaccin comme étant un principe civique d'immunité collective, qui votent RN, sont plutôt des jeunes, et qui considèrent le vaccin c'est un peu comme une lessive. Voilà, je prends ce qui m'intéresse, et puis si j'ai pas envie de prendre de lessive, j'en prends pas. Donc il y a en fait vraiment différentes typologies d'électeurs RN, mais je dirais que vraiment l'élément déclencheur, c'est le fait qu'il n'y a plus ce sentiment qu'une solidarité organique passe par les services publics. Donc on va se réfugier dans d'autres communautés. Le deuxième niveau aussi de ressort que je trouve assez intéressant, alors il y a un rejet des élites, mais pas en tant qu'élite, mais plutôt dans ce qu'elles représentent. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ces électeurs dénoncent, c'est la perte de volonté politique, ce sentiment que les élus n'ont plus la capacité de mener une action publique simple, efficace et qui peut leur être directement imputée. Ce qu'on comprend aisément, c'est-à-dire qu'en fait on a l'impression d'avoir des élus qui n'ont plus les moyens de leur politique ou qui renoncent à cela. Et donc on comprend bien le raisonnement de ces électeurs. En fait, ce qu'ils reprochent, c'est une dépolitisation de ce qu'ils vivent au quotidien. Le fait de ne plus, que le politique ne s'intéresse plus à la misère sociale, qu'il n'y ait plus d'ascenseur républicain, et puis que finalement l'action politique en tant que telle ne veut plus rien dire. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, le vote RN, malgré tout, s'accompagne d'une certaine façon de revendications libérales. C'est-à-dire que les électeurs veulent retrouver des espaces individuels de mobilité sociale. C'est cette dimension-là qui est souvent très très difficile à cerner, cette idée de retrouver une espèce d'autonomie, une reconnaissance de leur travail. Et c'est vrai qu'on voit très bien qu'il y a beaucoup moins de votes RN chez ceux qui se déclarent être fiers de ce qu'ils font et qui sont reconnus dans leur travail. Et la question à la fois de ce qui fait sens quand on travaille et de la reconnaissance que porte l'institution est quelque chose de déterminant. Donc aujourd'hui, je dirais, ce n'est pas uniquement les contradictions de l'État au guichet, l'agent qui est confronté à des demandes contradictoires, qui a du mal à appliquer le principe de laïcité parce que c'est compliqué et puis personne ne l'aide dans sa hiérarchie. C'est pas uniquement ça, c'est quelque chose de beaucoup plus systémique qui peut toucher n'importe quel citoyen parce que voilà, ce sentiment finalement d'être dans un monde qui est extrêmement dépolitisé et que le politique n'a plus la main. Donc ça a évidemment des conséquences sur la façon d'appréhender la confiance. Et je voudrais faire une petite incise et revenir sur l'univers sémantique de la confiance et faire un peu un inventaire des différents ingrédients de celle-ci. Alors, quand on parle de confiance, ce n'est pas simplement une dimension psychologique, un état émotionnel. C'est vraiment un élément de relation qui va relier l'individu au groupe, aux institutions. Et donc, sur un plan politique, quand on parle de confiance politique, c'est ce tracé du cercle vertueux qui va des représentants à leurs représentés, des personnes qui sont dépositaires d'une mission de service public jusqu'à leur administré. Alors cette confiance, elle se décline en différentes composantes qu'il faut vraiment saisir si on veut comprendre les mécanismes qui interviennent dans cette perte
de confiance. Alors, je fais un détour par l'anglais, non pas parce que c'est chic, en plus j'ai un accent absolument terrible, mais parce que en fait les déclinaisons de l'anglais permettent vraiment de rendre compte des différentes significations de confiance. Le premier ingrédient de confiance, en anglais c'est la confidence, donc c'est cette idée par exemple, j'ai foi en la démocratie, donc c'est cette idée qu'on va adhérer, qu'on va croire au bon fonctionnement des structures sociales formelles. Donc on va adhérer, on va avoir confiance dans les règles, les codes, les conventions qui sont déployées, les systèmes de régulation, les normes communes partagées. On a confiance dans le code de la route. Quand on traverse, on sait que la voiture en face, elle a un feu rouge. On a confiance dans un homme politique en raison du parcours qu'il a réalisé ou des diplômes qu'il a obtenus. Donc c'est vraiment en fait, la confiance, c'est l'adhésion aux règles formelles de compétences et la confiance dans les structures sociales instituées. Après, vous avez un deuxième niveau de confiance qui est le trust. Alors le trust, c'est une dimension beaucoup plus impersonnelle. Cette idée en fait que je crois que la personne va agir correctement. C'est un ingrédient de la confiance qui est indispensable quand on est en présence de personnes ou de situations nouvelles. Le trust, c'est d'une certaine façon un pari sur l'avenir et sur le fait que la personne qui est en face de moi, elle va adopter un comportement coopératif dans une situation marquée par l'imprévisibilité. C'est une forme de confiance qui engage l'action, qui est étroitement liée à l'idée de proximité. Vous vous sentez proche d'un individu, d'une institution, du coup, vous engagez le trust. C'est-à-dire que vous croyez à ses promesses, vous pensez que cette personne va respecter les règles de probité. Et puis, ça permet aussi de mettre fin un peu à cette espèce de boucle infernale des régressions à l'infini des intentions d'autrui. C'est-à-dire que le trust, voilà, je me sens proche de quelqu'un et je n'essaye pas d'analyser au-delà, c'est un feeling. Donc c'est une approche de la confiance qui est beaucoup plus interindividuelle et beaucoup moins systémique que les niveaux de confidence. Pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est que dans les travaux de sociologie électorale, on a pu voir que ces deux dimensions sont aussi des variables assez significatives dans les comportements électoraux. Globalement, les électeurs ont une plus grande demande de proximité, de trust. Donc, ils vont davantage adhérer à un Jacques Chirac qui serre les mains, qui est sympa, qui partage des bons plats, etc., que la compétence qui intervient au deuxième ressort. Un point qui est important, c'est que cette sensibilité est aussi fortement rattachée au capital culturel et social. Dans les milieux aisés, à fort niveau de diplôme, la demande de compétences est plus nette. Si bien que la victoire de Trump et plus largement le succès des partis populistes joue beaucoup sur le besoin de proximité et sur le trust, donc sur la capacité de dire voilà, les gens comme vous et moi. Donc cette capacité vraiment à établir un lien de proximité et qui permet du coup de bien comprendre cette cartographie un peu hétérogène du vote chez les fonctionnaires. Une autre dimension qui joue sur la confiance, c'est la morphologie du réseau social dans lequel on est inséré. Dans les communautés, c'est-à-dire dans les réseaux où les liens sociaux, familiaux, amicaux sont superposés, la proximité joue un rôle beaucoup plus important que la compétence dans l'établissement de la confiance. Donc quand je parle de communauté, je parle de milieux assez fermés. Ça peut être, on va dire, des collègues, amis, familles qui sont liés par une même origine géographique ou à des communautés religieuses fermées. Donc c'est pour ça, par exemple, que pour certaines femmes de communautés religieuses, pour elles, c'est plus important d'être suivies par une gynécologue femme que de s'assurer de la qualité des soins à proprement parler. Donc on voit que la dimension du trust, là, est beaucoup plus important que la dimension de compétence. Dans des modes de fonctionnement qui sont plus individualistes, qui sont celles aussi de nos sociétés modernes, on est quand même dans des sociétés où on a davantage de liens indépendants, donc on est rattaché à plusieurs systèmes sociaux. Donc on a des lignes de partage forts entre le milieu familial, les collègues de travail, le monde associatif, les activités de loisirs. Cette configuration qu'on observe dans nos sociétés actuellement, c'est ce que Granovetter appelle comme étant la force des liens faibles.
C'est-à-dire qu'on connaît tout un tas de monde, mais dans des réseaux extrêmement différents. Et c'est vrai que chez des auto-entrepreneurs, des consultants, des professionnels mobiles, là, la dimension de confidence est au contraire beaucoup plus marquée que la dimension de trust. Et ces personnes vont davantage rattacher la compétence que la proximité dans leur contact et dans leur manière d'établir des liens avec les institutions. Vous avez un dernier paramètre de la confiance qui est en fait une dimension beaucoup plus procédurale de la confiance, qui est la notion d'accountability. Alors il n'y a pas de traduction française adéquate, on va dire c'est le terme un peu de redevabilité. C'est cette idée qu'une personne, une organisation, une institution doit avoir à répondre de ses actes, doit rendre des comptes à la communauté sur ses activités. Donc c'est en gros ce qu'on appelle un engagement responsable, et c'est donc un niveau beaucoup plus procédural de la confiance. C'est étroitement associé à la notion de transparence. C'est d'essayer finalement de résorber tout ce qui peut apparaître comme relevant de conduite incertaine ou d'imprévu. C'est une dimension qui est très importante parce qu'on va voir qu'avec la numérisation de la société, la notion d'accountability, elle vole complètement en éclat. Et donc cette dimension-là, elle fait clairement écho aux problèmes que rencontrent les décideurs et les élus, c'est-à-dire à qui devons-nous rendre des comptes, quel type de comptes et quelles sanctions possibles si les comptes ne sont pas acceptables. Et tout ça, ça relève de l'accountability. J'en arrive maintenant à ma deuxième partie, donc révolution numérique et sphère publique. Donc l'idée là, c'est de voir comment la révolution numérique va impacter, va transformer ces mécanismes d'acquisition de la confiance et conduire finalement à malheureusement augmenter la défiance. Et on va voir que ça se joue beaucoup sur les trois niveaux, sur le trust, la confidence et l'accountability. La révolution numérique, c'est un phénomène systémique, transversal. Là, je vais vraiment me focaliser sur tout ce qui concerne la digitalisation de la bureaucratie et aussi les phénomènes d'hypermédiatisation via les réseaux sociaux. Ces deux phénomènes jouent de façon déterminante au niveau de la confiance qu'on porte dans les institutions publiques, et ça touche tous les secteurs, expertise publique, santé, innovation, éducation, sécurité. Donc on assiste à une confusion de plus en plus forte entre les faits avérés et les opinions individuelles. Donc ça, c'est vraiment le phénomène de dérégulation du marché de l'information. Ça va à l'encontre, je dirais, de la crédibilité des expertises publiques. Donc là, on a vraiment la dimension de confidence qui est impactée par ce symptôme. On assiste aussi à un décloisonnement des enjeux qui requiert une expertise sur le terrain social et politique, c'est-à-dire qu'on va avoir un désajustement, un écart de plus en plus grand entre ce qui se passe sur le terrain et les narratifs qui sont produits dans ces réseaux. Donc là, c'est le trust qui est directement impacté par cette transformation. Et puis, on assiste aussi à une immixtion du jugement démocratique dans des affaires qui étaient auparavant cantonnées aux seuls experts. Donc là, c'est l'accountability, parce que, en fait, dans des situations, par exemple, d'incertitude scientifique, je pense au début de la Covid, objectivement, il y avait un moment où on ne savait pas ce qu'on pouvait faire. On ne savait pas, on est dans une situation concrète, réelle, d'incertitude scientifique. À partir du moment où n'importe quel citoyen lambda peut porter une expertise, vous arrivez dans une situation où la redevabilité devient impossible. Donc on voit que mécaniquement, par la révolution numérique, les trois dimensions de la confiance collective sont affectées et complexifient énormément la responsabilité, le travail du décideur ou du responsable d'une organisation. Juste un mot donc pour insister qu'en fait on a une confusion de deux ordres d'incertitude. Donc l'incertitude, c'est un principe inhérent au monde vivant et social, c'est les situations d'incertitude classiques. On ne peut pas avoir de vie sans incertitude. Demain je sors dehors, j'ai un pot de fleurs qui me tombe sur la tête, c'est pas de chance, mais je ne pouvais absolument pas l'anticiper. Voilà. Et à cette incertitude-là s'en greffe une seconde qui est, elle, pour le coup, réductible dans sa forme, c'est quand l'incertitude résulte d'une volonté de méconnaître ou de négligence humaine. L'affaire du sang contaminé, etc., etc. Et le problème avec la révolution numérique, c'est qu'on assiste en fait à une confusion de ces deux ordres, de ces deux dimensions d'incertitude. Et du coup, c'est de plus en plus difficile
pour les décideurs publics et les responsables d'organisations ou de structures de faire la part des choses en termes d'imputation des responsabilités entre ces deux niveaux d'incertitude. Et ça renvoie, et là je fais juste un petit retour au vote RN, qu'est-ce que reprochent les électeurs RN? C'est le problème de l'imputation des responsabilités et de l'action politique. Le problème des électeurs RN, c'est qu'ils veulent une action politique directe qui touche les terminaisons de l'action publique. Et là, on voit que c'est de plus en plus compliqué et on arrive finalement dans des situations de blocage administratif de plus en plus marquées. Bon, ça c'est une petite illustration que j'aime toujours mettre dans mes présentations. Bon, c'est très bien, mais nous avons besoin de l'invention de la roue, d'une étude d'impact environnemental, des bulletins de garantie, des facilités de recyclage et un support 24 heures sur 24 pour le consommateur. Voilà, bon, c'est un peu un peu les dérives du précautionnisme. La question de l'incertitude, c'est aussi, et ça c'est je pense quelque chose à prendre en compte peut-être dans un travail de prospective, c'est quand même aussi notre rapport à la connaissance qui est vraiment en voie de transformation radicale. Et dans le monde de l'enseignement, bon, on assiste maintenant à la venue d'IA générative. Le nombre d'utilisateurs a explosé. On a un jeune sur deux qui maîtrise TikTok, qui va régulièrement sur ces réseaux. Donc on va vers une forme d'individualisation du rapport au savoir et de personnalisation de la formation, ce qui fait dire qu'on a toujours des émotions paléolithiques, des institutions médiévales, on va dire du XXe siècle, et une technologie divine. Donc en fait, on est finalement dans un choc, ce que Gérald Bronner a appelé une apocalypse cognitive, c'est-à-dire qu'on est, par les nouvelles technologies, finalement confronté à des nouvelles instances de captation de l'attention qui font que nos émotions les plus immédiates en fait sont mobilisées dans la construction de connaissances. Donc on arrive dans des choses qui sont évidemment assez malheureuses et qui modifient encore davantage nos grilles de lecture du réel. Un autre aspect aussi qui est important dans la façon dont nous, acteurs, donnons sens aux institutions publiques, c'est la difficulté faite par la néolibéralisation de l'État. Donc on constate qu'il y a des modes de gestion privés qui sont de plus en plus présentes dans de nombreux secteurs d'activité publique. On a des mutations internes aux administrations publiques avec une diversification des contrats de travail. On a de plus en plus d'agences de régulation dites indépendantes qui prolifèrent. On a des formes d'homologation juridique de plus en plus complexes de l'hybridation publique-privée. On a une prolifération des professionnels de l'intermédiation, des consultants, des avocats, des think tanks. Tout ça, ça se joue un peu à l'intersection des cabinets ministériels, des grands corps, des groupes privés. Et puis, on a de plus en plus, on va dire, d'indicateurs statistiques dans l'optique de benchmarking et de palmarès institutionnel. Bon, tout ça, c'est vrai que la ligne de démarcation entre ce qui relève du public et ce qui relève du privé, bon, ça n'a jamais été totalement clair, parce que la démarcation publique-privée, c'est quand même une fiction juridique au départ. Mais malgré tout, ce brouillage, aujourd'hui, il est sociologiquement, indémerdable. Enfin, il n'y a vraiment pas vraiment de solution pour bien séparer les deux niveaux. Et ça pose, du coup, des problèmes, à la fois sur un plan juridique, mais aussi dans les comportements des acteurs, où la question de ce qui constitue un conflit d'intérêts n'est pas non plus évident à formaliser aujourd'hui. La conséquence, c'est qu'on a une perception qui est de plus en plus brouillée et modifiée des institutions publiques. Donc on a une perte de la capacité collective à discerner ce qui est le public du privé. Qu'est-ce qui relève de la spécificité du secteur public à l'égard du privé? Donc indirectement, c'est quoi l'intérêt de l'État par rapport à l'intérêt général? Il y a aussi un décalage entre l'offre issue des politiques publiques et la demande sociale dans la relation de l'administration aux citoyens. Et donc on retombe sur cette redevabilité impossible avec des limites complètement structurelles de la transparence de la vie publique et de la prévention des conflits d'intérêts. Et ça, je dirais, c'est un problème qui est structurel, qui est lié au fait qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, il y a des think tanks, il y a tout un tas de nouveaux intermédiaires, et ça complexifie aussi la lisibilité des revendications syndicales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez
une multiplication, une constellation d'acteurs très différents sur le terrain qui, chacun porte un narratif, effectivement, ça complexifie la lutte syndicale. On a un système d'action publique qui est fondé sur la sectorisation. Notre logique bureaucratique veut qu'on ait différents secteurs d'intervention de l'État. Santé, environnement, sécurité, transport, culture. Donc, on utilise toute cette classification, décideurs publics, observateurs de la vie sociale, analystes, chercheurs, etc. Le problème, c'est que cette catégorisation ne permet pas de voir comment ces différents secteurs sont reliés entre eux. Donc, il y a un décalage énorme entre cette sectorisation qu'on utilise pour décrire les champs d'intervention de l'État et la réalité multiforme de ce qui se passe sur le terrain. Alors, un exemple assez classique, c'est celui de l'action culturelle, qui n'est pas soluble dans un secteur donné. Par exemple, vous avez un centre culturel où on s'occupe de loisirs, d'action sociale, d'enseignement du théâtre. Est-ce que ce centre doit être abordé comme une institution qui relève d'une politique sociale, de la jeunesse, d'une politique éducative, ou est-ce que c'est un centre qui doit être investi d'une mission culturelle? Il y a aussi une complexité, je dirais, qui est liée aussi à notre héritage, de notre logique bureaucratique. Alors, on a toujours pu se débrouiller avec, mais le problème aujourd'hui avec la numérisation de la société, c'est que la transversalisation des problématiques est de plus en plus marquée. Donc on a finalement un appareil d'État qui résonne selon des logiques sectorisées, avec des problèmes publics qui demandent de plus en plus des règlements transversaux. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Quand l'action publique ne rentre pas dans une catégorie toute faite, en fait, on arrive à un flou du système d'acteurs qui est concerné par l'action publique. Ça entraîne un sentiment de défiance avec un risque accru de controverse. Se méfier de ces grands termes attrape-tout de la participation, parce que les logiques de participation souvent renvoient davantage à une logique d'offre politique que de demande sociale. Il faut voir au cas par cas, mais voilà, disons que moi je suis assez critique, encore une fois, sur tout ce qui, je dirais, propose de modifier l'ingénierie institutionnelle quand on est en plus dans une logique de top-down. Voilà, ça je passe. Pareil, design institutionnel inadapté, décalage entre besoins sociaux et offres publiques, création d'un sentiment de défiance, risque accru de controverse. Un autre phénomène aussi qui accentue ce trouble, c'est la montée en puissance du postmodernisme. Donc on assiste à un effondrement du discours progressiste et des valeurs politiques des Lumières, donc également les valeurs de la République qui sont fondées en raison. L'idée de progrès est mise à mal au profit de celle de l'innovation, et donc ça a des effets évidemment cognitifs très forts, parce que ça veut dire d'une certaine façon, on renonce à l'idée d'un progrès social et d'un progrès technologique. On assiste aussi à un morcellement du sens et des tâches au quotidien pour les agents, une absence de philosophie partagée de l'intérêt général, avec une affirmation de plus en plus marquée de revendications identitaires. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Comment rétablir la confiance, ou en tout cas diminuer la défiance? Si on est dans une situation de dirigeants, d'associations, à la place d'un syndicat, je pense que si on veut s'adresser à des salariés, à des administrés, à des acteurs, il faut renoncer à promettre des grands idéaux. C'est vraiment l'application des valeurs sur le terrain, c'est-à-dire le fait de proposer des solutions concrètes aux personnes qui sont confrontées directement aux contradictions dans leur vécu au quotidien qui peut aujourd'hui marquer. La défiance est liée au fait qu'un décideur, un responsable d'organisation, on pense qu'il n'est pas capable de mener une action jusqu'au bout. On a une vision extrêmement dépolitisée. Si vous voulez marquer, imprégner les imaginaires, il faut vraiment être au quotidien des administrés, il faut vraiment accompagner. Voilà, la proximité. Il faut rétablir du trust. Parce que le problème aussi dans les grands idéaux, c'est que vous renforcez la accountability. À partir du moment où vous faites de grandes promesses, vous allez vous allez créer une attente extrêmement forte. Donc si vous créez une attente extrêmement forte, vous allez rentrer dans une mécanique déceptive. En résumé, restaurer la proximité, créer du trust,
Se méfier du militantisme procédural, donc tout ce qui relève de l'ingénierie participative, mettre un peu de proportionnel, un peu de femmes, un peu de minorité, mais plutôt privilégier les études d'impact, c'est-à-dire quand on est en présence d'agents en souffrance, essayer vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il faut aussi effectivement porter des droits qui doivent être suivis de possibilités concrètes, privilégier un accompagnement individualisé des salariés en fonction effectivement des postes qu'ils occupent, mais toujours promouvoir, garantir une égalité en droit, ne pas tomber effectivement dans les dérives des droits culturels, assurer une possibilité de mobilité sociale, c'est-à-dire effectivement porter haut et fort des valeurs qui vont encourager la mobilité sociale, donc permettre à chaque agent, à chaque personne dans des situations d'en sortir. Et puis créer un sentiment de protection. Et c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est qu'il y a une demande un peu contradictoire, qui est à la fois une recherche d'autorité, de protection de la part du politique, de repolitiser des problématiques sociales, et en même temps, il y a aussi la revendication d'une autonomie individuelle, le désir aussi d'un épanouissement professionnel, d'un cheminement qui soit propre. Donc il y a cette double tension qu'il faut réussir, je dirais, à concilier dans les narratifs. Voilà, je vous remercie.